Hi, Patrick. You may start. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette session sur cette conférence. Aujourd'hui, nous allons avoir une séance qui va nous introduire notamment au niveau de ces panels. Donc, vous savez vous-même que cette conférence, qui est la première en Afrique, qui porte sur le thème de l'Afrique sur le tabac et le développement, l'Afrique sans tabac, un appel urgent pour une action conjointe. Nous avons reçu plusieurs communications qui vont vous être présentées tantôt. Et ici, nous commencerons notamment par la première présentation. Et donc, sans plus tarder, je veux demander au premier orateur de commencer sa présentation. À très bientôt. Bonjour, chers modérateurs, bonjour, chers conférenciers, chers collègues. Je suis honoré ce matin de présenter les résultats de nos travaux qui portent sur la prévalence et les facteurs associés à l'intention de consommer le tabac chez les étudiants de première année de l'Université Jacques Kizerbo. Je suis Baro Mahamadou, doctorant en biostatistique avec l'IRD Burkina. Le tabagisme est un problème de santé publique majeur. Selon l'OMS, 17 millions de fumeurs sont en Afrique et une augmentation de 40% de ce chiffre est prévue d'ici 2025. Au Burkina, selon une étude en 2018, 18,5% des élèves de 15 à 16 ans consommaient déjà le tabac. La prévalence dans la population générale, selon l'enquête CEP en 2013, était de 19,6%. La consommation de tabac dans l'environnement des jeunes a un effet d'entraînement qui fait que ces jeunes s'identifient à ces personnes qui trouvent les personnes modèles pour eux, notamment des professeurs, notamment les parents, notamment les amis. Voilà. Malgré les multitudes d'interventions menées par l'État burkinabé et ses partenaires pour endiguer cette épidémie, la consommation de tabac continue de gagner du terrain. C'est ce sens que nous avons initié cette étude pour rechercher à travers la théorie sociale cognitive les facteurs associés au comportement tabagique afin de pouvoir recadrer et cibler les nouvelles interventions. L'objectif de notre étude est d'étudier la prévalence et l'intention de l'usage du tabac. La prévalence de l'intention de l'usage du tabac ainsi que les facteurs prédictifs via le modèle social cognitif chez les étudiants de première année de l'Université Jacques Kizerbo. Notre étude était une étude transversale à visée descriptive et analytique avec collecte prospective des données. Il a débuté en janvier et qui continue jusqu'en décembre 2021. Le cadre de l'étude était l'Université Jacques Kizerbo. La population d'études était les étudiants de première année et nous avons demandé le consentement oral de ces étudiants et nous avons pris uniquement que les étudiants qui étaient là lors du passage des enquêteurs. L'échantillonnage était stratifié et le nombre d'étudiants était proportionnel au poids de chaque strate qui constituait en fait les écoles et les écoles et les instituts qui forment l'université. Nous avons utilisé un questionnaire de 18 items pour pouvoir collecter nos données. Ce questionnaire a été élaboré à travers, en s'inspirant de 3 autres questionnaires, dont celui de Miller et al., soit celui de l'approche européenne du cadre de prévention et un autre questionnaire ACTD. Nous avons utiliser une régression logistique pour sélectionner les facteurs qui sont liés au comportement de l'intention tabagique. Nous avons également pondéré nos données à travers les poids des différents tracts. Le logiciel utilisé pour le traitement et la saisie des données était le logiciel Epidata dans sa version 3.5.1 et le logiciel utilisé pour l'analyse des données et l'appurement était la Stata dans sa version 16. Il faut souligner que le protocole a reçu l'avis du comité d'éthique pour la recherche en santé du Burkina Faso. Chers conférenciers, les caractéristiques de notre étude. Les caractéristiques sociodémographiques des participants de notre étude étaient les suivantes. Il faut souligner que nous avons
1074 étudiants en effectif simple. Et lorsque nous produirons cet effectif sur le poids des individus, nous avons 8592 personnes. Et dans le reste de notre travail, nous utiliserons les effectifs pondérés. Dans ces effectifs pondérés, les hommes représentaient que 36,9%. L'âge moyen des participants, c'était de 22,18 ans avec un écart de 6 ans. Nous avons aussi 2,7% des étudiants qui étaient mariés. Les célibataires étaient notamment les majoritaires avec 96,9%. La plupart des étudiants étaient déjà des Burkinabés. Les étrangers ne représentaient que 0,8%. Ceux qui avaient suivi un cours de tabagique, était plus de 50%. En effet, ceux qui n'ont jamais reçu étaient 39,8%. Ceux qui ont fait 3 fois ou plus étaient de 29,8%. Les résidents en cité universitaire dans notre étude étaient 7,1%, tandis que ceux qui étaient dans les familles étaient 68,5%. La prévalence de l'intention tabagique dans notre étude était de 20,23%, avec un intervalle de confiance compris entre 19,38 et 21,11. Cela voudrait dire en effet qu'un jeune sur 5 a l'intention de fumer lorsqu'il arrive à l'université pour la première fois. Les facteurs associés à cet événement étaient le sexe, l'attente pour ne pas fumer, les conditions environnementales, l'auto-efficacité sur surmonter les barrières face au tabagisme, la gestion émotionnelle. En effet, pour le sexe, les hommes avaient 2,32% de risque de vouloir consommer en fait le tabac. Quant aux conditions favorables, ceux qui étaient dans des conditions favorables au tabagisme, notamment soit le père fume, soit les amis, soit les cousins, ou soit les personnes modèles qui s'identifient fumer, ces gens avaient, ceux qui étaient dans ces conditions-là, ils avaient un risque de pouvoir consommer le tabac. Par contre, ceux qui avaient auto-efficacité sûre pour pouvoir gérer et face aux différentes barrières, ils avaient 0,6% de risque en fait de consommer le tabac plus tard. Nous avons aussi des personnes qui pensaient à pouvoir gérer leurs émotions. Ceux qui peuvent pouvoir gérer leurs émotions, nos études montrent que ils ont 7,35 fois plus de risque à vouloir consommer le tabac plus tard, contrairement à leurs homologues qui n'étaient pas sûrs de pouvoir gérer les différentes émotions. Au terme de notre étude, nous retenons en fait une prévalence d'intention de consommer le tabac très élevée chez les étudiants de première année de l'université, puisque un jeune sur 5 a l'intention de consommer le tabac plus tard. Les facteurs associés à cela étaient le sexe, l'attente pour ne pas fumer, les conditions environnementales, auto-efficacité pour surmonter les barrières, la gestion émotionnelle. Afin de pouvoir éradiquer ce fléau, une démarche participative des jeunes intégrant des modèles comportementaux ou cognitivistes est nécessaire pour réduire l'intention de pouvoir consommer le tabac chez ces jeunes, qui sont les leaders de demain. Nous ne saurons terminer cette étude sans donner nos sincères remerciements à CTCA qui nous a offert une bourse et aussi une série de renforcements des capacités pour mener à bien notre étude. Monsieur les modérateurs, chers conférenciers, chers collègues, nous sommes au terme de notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous sommes à vous pour les différentes questions, suggestions et apports. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Barreau, pour cette présentation de recherche assez intéressante. On voit notamment la situation très préoccupante de la consommation du tabac, notamment au Burkina Faso. Je vais demander aux personnes qui participent à cette session de bien vouloir noter les différentes questions que vous avez
parce que tantôt là, après les différentes présentations, nous allons encore revenir, notamment pour vous donner l'occasion de revenir et de poser vos différentes questions à l'orateur de ce jour, Mahamadou Baro. Donc, sans plus tarder, maintenant nous allons quitter le Burkina Faso pour aller en Afrique du Sud et avoir notamment une étude détaillée sur la situation du tabagisme, notamment auprès des adultes. Donc, sans plus tarder, je veux accorder la parole au deuxième intervenant pour qu'il commence avec sa présentation. Good day, ladies and gentlemen. I'm going to be presenting findings from our study entitled Association Between Cigarette Dependence and Food Insecurity Among South African Adults. Cigarette smoking is increasingly concentrated among socioeconomically disadvantaged groups. Similarly, food insecurity also disproportionately affects lower income groups. However, only limited information is available on the intersection between cigarette dependence and food insecurity. Our study therefore sought to determine the association between cigarette dependence and food insecurity among South African adults. This study involved the analysis of the 2018 South African Social Attitude Survey that included the tobacco model. Using a multi-stage sampling, the SASAS is a national representative household survey that involved face-to-face interviews of eligible household members by trained interviewers. Those 16 years and older and non-institutionalized were eligible to participate, which translated to a total of 2,645 adults. Analysis included chi-square statistics to test group differences and logistic regression model to control for potential co-founders in determining independent factors associated with food insecurity. Measures used included socio-demographic variables like age, gender, race, and education, and living standard measurement. We also collected information on current smoking status and cigarette dependence, which was measures using evidence of smoking index, which was a composite of cigarettes smoked per day and the time to first cigarette after waking up. The participants were then grouped into three categories: non-smokers, smokers with low dependence, and smokers with moderate to high dependence. With regards to food security, those who indicated once a month or more frequent inability to purchase food were considered to have low food security or being food insecure. Otherwise, they were not food insecure. Results. This shows a bivariate relationship between food insecurity, smoking, and demographic factors, with significantly higher proportion of those with moderate to high cigarette dependence reporting food insecurity. In contrast, those with high living standards had lower proportion of those reporting food insecurity. These relationships remained even in controlled analysis, with those with moderate to high cigarette dependence having more than twice higher odds of reporting food insecurity when compared to non-smokers or those smokers with low dependence on cigarettes. In interpreting our result, we draw caution to some limitations of our study, namely that this was a cross-sectional study and hence caution be drawn in making causal claims. Furthermore, there may be other confounding measures that were not collected as part of this survey. Despite these limitations, this study represents the first and the largest national representative study reporting association between food insecurity and tobacco use in South Africa and in Africa in general. In conclusion,
Cigarette dependence is associated with food insecurity in South Africa. Household members may be spending social grants to sustain their cigarette dependence, compromising government's effort to alleviate poverty. Therefore, effective tobacco control is a necessary intervention to address SDG 1 and SDG 2 in South Africa and Africa region. These findings also highlights the need to scale up cessation support to people from low-income groups. I thank you. Nous remercions le professeur pour cette intervention assez intéressante qui fait finalement un lien entre la sécurité alimentaire et la consommation du tabac et qui fait aussi un lien d'une part entre l'objectif de développement durable numéro 1 et l'objectif de développement durable numéro 2. Et donc, ça, je crois que ça montre une problématique qui est liée à la fois à la pauvreté de l'autre côté, mais qui est aussi liée à toute la question du tabagisme, cette épidémie qui finalement, elle est assez ravageuse, non simplement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Donc, comme je l'ai dit pour le premier intervenant, ce que nous allons faire, c'est que je demande aux participants de bien vouloir garder leurs questions parce que nous allons faire la session de questions-réponses vers la fin. Et sans plus tarder, je m'en vais demander au troisième intervenant qui va nous faire sa présentation. Good day, Chair and everyone. My name is Francis Fagule from Nigeria, and the title of the project is Effect of Tobacco-Related Health Education on Adolescent Smoking Intention in Igboura, Nigeria. Tobacco use is a leading cause of non-communicable diseases, and about 80% of the 8 million people who die annually across the globe are from the low and middle-income countries. The tobacco industry has targeted Africans, especially the adolescents, trying to lure them as replacement smokers. And they've been having successes because the prevalence of tobacco use is now increasing on the continent. More adolescents are initiating the habit, but even higher percentage or proportion have the smoking intention. Tobacco cessation efforts have had little successes in Africa and indeed Nigeria, but educational interventions that are focused on preventing uptake holds a lot of promise. Efforts on preventions have also been further emphasized as a need in African countries like Nigeria because they are still in the first phase of the tobacco epidemic. However, there's little has been done on preventing tobacco uptake in Nigeria. Hence, this study, which was aimed at assessing the effect of tobacco-related educational intervention on school-going adolescent knowledge, perception, and intention to tobacco use. The alternative hypothesis was that tobacco-related health education has an effect on adolescent knowledge, perception, and intention to use tobacco. This was a quasi-experimental study conducted among 360 secondary school students who were randomly selected in the Igboura, Oyo State. With the aid of self-administered modified global youth tobacco questionnaire, were able to assess their tobacco use intentions, knowledge, perceptions, and tobacco use status. Baseline, they were assessed for all these indicators, the factors, and after a week, we conducted the intervention, which was a 45-minute single session of tobacco-related lectures, discussions, and these were aided with the use of tobacco customized posters and notebooks. The intervention was based on the health belief model and it covers modules where types of tobacco uses, contents of tobacco, the health effects of tobacco use. We focused a lot on the deceptive practices of the tobacco industry used to lure these adolescents, and they were called to action on the theme, say no to tobacco. And these are samples of the posters that we used. The tobacco use intentions was a dichotomous
categorical variable assessed with the question, at any time during the next 12 months, do you think you will use tobacco? And those that chose definitely not were considered to have no intention. On knowledge of tobacco use, we assessed this using 13 questions, and the comeback alpha for those questions was 0.86. Higher score indicates a better knowledge of tobacco. Their perception on tobacco use was assessed using 12 questions. We based it on the L-belief model construct, and the maximum score was 60. The comeback alpha for this construct was 0.89, and higher score actually indicates negative perception to tobacco use, which is what is desired. Data analysis, the tobacco use intention was analyzed across the 3 time points, that is the baseline, the immediate post-intervention, and 6 months post-intervention, because the survey was done at 3 time points. And using the Cochrane skill test, we assessed the change in the prevalence across these points, while McNeman test was used to assess the changes in the peer, that is baseline versus immediate post-intervention, and peer 2 is baseline versus the 6 months post-intervention. The same thing was done for knowledge, but this time we used the one-way repeated measures ANOVA to assess the changes, and where pair-wise comparison used to check the changes at post-intervention in these cases. For the perception score, we did the same. We assessed about 403 for eligibility, out of which 9 were included. 7 were included because they were current tobacco users, and this study is supposed to be among non-current tobacco users, while 2 of them declined to participate. So at baseline, 394 people were assessed, while immediate post-intervention reduced to 379. And 6 months post-intervention, when we assessed, 356 were remaining, meaning that we had an attrition rate of about 9.1%. But there was no significant difference between those who had the intention at baseline compared to those who completed the study, so this wasn't a problem. What did we find was that the intention to smoke at baseline was 7.9%, but immediately after the intervention, this reduced significantly to 1.1%. And over the course of the 6 months, it's increased slightly to 2.5%, but still significantly lower than what we have. So our intervention was effective on intention to smoke. On knowledge, the same thing. The initial main knowledge score was 6.2%, but it increased immediately to 12.8 over 13, beg your pardon. And even though it reduced slightly afterward, it was still significantly higher at 11.6 over 13 after 6 months. The same effect was what we found concerning the perception score, which was initially 46.9 over 60 at baseline, but increased significantly and it remained like that over the course of the period. In conclusion, tobacco-related educational intervention caused both short and medium-term reduction in adolescents' intention to use tobacco. The intervention also caused both short and medium-term increase in participant knowledge and perception of tobacco use. We recommend that we can have randomized control trials, which will probably produce a stronger evidence. And because this has worked, then it can be scaled up. These are references. We acknowledge the Center for Tobacco Control for the funding provided, and the wonderful people of Igbora for participating and supporting us in this study. I thank you very much for your attention. Très bien pour cette intervention. Donc, cette fois-ci, on était au Nigeria. Et au Nigeria, je pense que l'essentiel de l'intervention a porté notamment sur l'intention de consommation du tabac et la perception que les utilisateurs ont de cette utilisation. Et je crois ici que les recommandations qui nous sont données, elles sont assez intéressantes, non simplement sur la perception que les gens ont notamment du tabac, mais aussi les recommandations que l'on peut voir pour lutter contre cette pandémie. Et je crois aussi que la richesse de cette conférence,
c'est cette diversité des situations à la fois au Burkina Faso, en Afrique du Sud, maintenant au Nigeria. Je crois que c'est ce qui fait la richesse. Donc, je vais demander aux participants de garder toujours les questions et réponses. Nous allons revenir vers la fin de cette session. Donc, sans plus tarder, on va accorder la parole au quatrième intervenant dans ces panels. Voilà, vous avez la parole, chers collègues. Thank you and greetings to everyone here present. I'll be presenting on our study with the title Tobacco Farming and Current Date Status Among Smallholder Farmers in Manicaland Province in Zimbabwe. Let me start off by highlighting that Zimbabwe is the largest producer of tobacco leaf in Africa and it is the 6th largest in the world. The leaves forms a mainstay of the economy, accounting for about 10% of the country's GDP, and this has been the case since the year 2018. The production of the leaf is done under two broad models, auction and contract systems. Farmers will sell their tobacco through the auction system, independently acquire inputs for production and sell their produce to the highest bidder at auction floors. These independent farmers typically pay out of pocket for the inputs. However, tobacco farming inputs are generally out of reach of many smallholder farmers. This lack of capital, combined with the initial attractiveness of the inputs provided by the tobacco companies, incentivize most farmers to choose the contract system. They enter into a credit agreement with the private company, where the company supplies the farmer with inputs at the start of the growing season, and the farmers pay the company back after selling their produce. And in most cases, contract farmers are required to sell their produce to the contracting company. The expansion in tobacco farming in Zimbabwe is underpinned by claims by the tobacco industry and the government that tobacco growing is lucrative and has the potential to greatly improve the welfare of the farmers. However, empirical evidence on the effect of tobacco farming on indebtedness is limited. And it is against this background that this study investigates indebtedness among tobacco smallholder farmers in the Manicaland province in Zimbabwe. The sample consists of 381 farmers, and the respondents were selected through a convenience sampling technique based on the availability and willingness to participate. Now, in terms of the descriptive statistics of our data set, you realize from this table that of all the respondents, 57% of the farmers were actually in debt, and 88% of the participants were male. And in this case, I'm going to speak on key descriptive statistics. Now, contract farmers were actually constituting 74%, while the balance of 26% were independent farmers. And the majority of the respondents indicated that they were not satisfied with the profits that they were getting out of tobacco farming. And out of these, 57% were actually in debt. Let me also highlight that 46% of the respondents indicated that they were relying exclusively on family labor, and of these, 70% were in tobacco-related debt. An important point to pick also from these descriptives is that the majority of independent farmers actually registered their desire to shift to contract farming, and the majority of these were in a tobacco-related debt. At the same time, a significant number of contract farmers also registered their desire to shift to independent farming,
and the majority of these as well were actually in a tobacco-related debt. So, what we can pick from these two responses is that both groups of farmers do face challenges that they presume can be minimized by shifting the mode of selling their produce, which is also an indication that neither contract farming nor independent farming provides a satisfactory livelihood. Thus, in the mind of farmers, the grass is greener on the other side. Now, we ran a logistic regression model to establish associations between farmers' current debt status and the variable discussed in the previous slide. The results show that the contract farmers are 20 percentage points more likely to be in debt than independent farmers. We also found that a 1 acre increase in the size of farm the farm increases the probability of the farmer being in debt by 1.6 percentage points. Farmers who rely solely on family labor are 10 percentage points more likely to be in debt than those who use both hired and family labor. Also, farmers who do not record their farming expenses are 27 percentage points more likely to be in debt than those who record their farming expenses. Other variables such as gender, age, and the level of education were statistically insignificant in explaining the likelihood of a farmer being in a tobacco-related debt. Now, the key takeaways. The majority of tobacco farmers' payouts do not cover the expenses incurred in growing the leaf. Most contract farmers incur losses, which perpetuates the indebtedness to the contracting company. The debt compels them to grow tobacco in the following farming season in an often vain attempt to repay the debt. The cycle is often or usually repeated, making tobacco growing a debt trap, leading to a vicious cycle of poverty. There is also no evidence that suggests that tobacco growing in its current state has benefited tobacco farmers in the Manicaland province. And this also is the case across many countries based on existing literature. Actually, farmers are victims rather than beneficiaries of the sector. There is therefore need for strong domestic tobacco control policies. And reducing cultivation is part of a comprehensive strategy to reduce tobacco use. And this can be achieved by encouraging crop substitution and diversification. I thank you. Très bien, merci beaucoup pour cette intéressante intervention, parce que cette intervention finalement va nous ramener au Zimbabwe avec toute la problématique de cultivateurs, notamment de tabac. Et ici, ce qui est assez intéressant dans cette intervention, c'est de faire cette distinction d'une part entre le cultivateur indépendant et les cultivateurs qui ont des contrats, notamment avec l'industrie des tabacs, et de montrer les différents défis auxquels ils assistent. Et donc ça, je crois que c'est un élément assez important. Merci encore une fois pour cette contribution. Il nous reste environ quelques autres contributions. Je m'en vais aller à la contribution suivante. On va essayer de gagner le temps. Sans plus tarder, j'accorde la parole au prochain intervenant pour son intervention. Je suis Dr Kofi Kulturale, président d'une ONG engagée dans la lutte contre le tabac en Côte d'Ivoire, le CITAS MS. Je suis également au niveau de notre tiers secrétaire exécutif adjoint du ROCTACIF, le réseau des ONG engagées dans le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ce colloque, j'interviens sur le thème la perception des fumeurs de boîtier, perception de la loi sur les fumeurs de boîtier.
la loi ivoirienne de 2019, bien sûr. Avant d'aborder effectivement cette question, je voudrais remercier solennellement les organisateurs de ce colloque parce que c'est une première fois qu'on nous réunit enfin, en tant que chercheurs autour de la question du tabac. Généralement, avec nos activités sur le terrain, nous sommes engagés au sein des ONG, mais cette fois-ci, c'est la recherche. Donc, c'est un premier colloque. Remerciements sincères aux organisateurs. Les motivations de ce choix, il faut qu'on les décline ici. Au niveau personnel, comme je l'ai dit, je suis acteur de lutte. Je suis basé à Bouaké, enfin de 2012 à 2020. J'étais basé à Bouaké, je connais bien la ville, qui est une ville qui abrite l'une des plus importantes industries du tabac en Côte d'Ivoire. C'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et dans cette ville, je suis au niveau de l'équipe team, l'équipe de la surveillance de l'industrie du tabac. Je suis le point focal. Donc, c'est vraiment les raisons qui m'ont poussé à choisir Bouaké comme terrain d'étude. Et au niveau social, lorsqu'on regarde dans la ville de Bouaké, on constate que ça continue de fumer dans la lieu publique malgré la loi. Ça continue de vendre la cigarette au détail partout et par des mineurs et aux mineurs même. La loi l'interdit conformément à la CCLAT. Donc, voilà, au niveau scientifique, on constate qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas assez de données sur la loi, l'application de la loi. Il faut dire que la loi est récente, elle date de 2019. Donc vraiment, il n'y a pas assez de tests sur la loi. Ce travail, c'est une contribution. Il faut qu'il y ait des productions sur la loi pour savoir si elle est appliquée ou pas. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas appliqué? Malheureusement, on n'a pas assez de tests là-dessus. Donc c'est vraiment au niveau scientifique la raison essentielle. Donc voilà les trois raisons qui m'ont poussé à choisir ce sujet. Et les objectifs afférents sont au niveau principal, l'objectif principal. Il s'agit de comprendre et d'expliquer les différentes perceptions de la loi anti-tabac chez les fumeurs à Bouaké. De ces objectifs se dégagent trois autres qui sont secondaires. Au niveau de l'objectif secondaire 1, il s'agit de vérifier le respect de la loi anti-tabac à Bouaké. Objectif secondaire 2, il s'agit de proposer aux décideurs des stratégies pour le respect effectif de la loi anti-tabac. Et au niveau de l'objectif secondaire 3, il s'agit de mettre la recherche scientifique au service de la lutte anti-tabac. Donc, de ces différents objectifs, il faut, découle des méthodes. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes nécessaires pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Et il y a deux méthodes. Nous allons avoir des entretiens avec des acteurs de la lutte, avec des fumeurs, et même avec des propriétaires de lieux publics et des points de vente. Donc, il y aura des entretiens, ça relève de l'enquête qualitative. Il y aura aussi un questionnaire que nous allons administrer aux fumeurs. Donc, ça sera une méthode mixte, la méthode qualitative et la méthode quantitative. Quels sont les résultats attendus? Conformément aux objectifs, il y aurait un résultat principal. Et nous attendons que les différentes perceptions des fumeurs et les facteurs afférents soient connus. Le résultat secondaire 1, c'est que les preuves du respect ou du non-respect de la loi sont démontrées. Nous attendons également que des stratégies soient proposées aux décideurs pour que la loi soit effectivement respectée à Bouaké. Et le dernier résultat, c'est que l'importance de la recherche scientifique en matière de lutte anti-tabac est prouvé. Il faut dire que cette recherche est très importante, comme le colloque d'ailleurs, parce que cela engage les chercheurs, comme le souhaite aussi la CCLAT, dans la lutte anti-tabac. Généralement, c'est les acteurs d'ONG, c'est la sensibilisation, mais cette fois-ci, la recherche est engagée. Donc, c'est une contribution et c'est ce qui relève aussi l'importance de cette recherche-là. Mais il y a aussi des limitations qu'il faut avouer parce que nous sommes engagés à nous entretenir avec une trentaine
de fumeurs, ces 30 fumeurs, est-ce qu'ils représentent exactement les fumeurs de Bouaké? Bon, voilà la question. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes dans le cadre d'un article. Nous n'allons pas interroger tous les quartiers de Bouaké. Donc nous allons nous baser sur certains points saillants de Bouaké pour interroger une trentaine de fumeurs. Ça peut être une limite. Une autre limite, c'est que la question du tabac n'est pas abordée aisément par tous. Oui, ce n'est pas abordé aisément par tous. Donc vraiment, c'est difficile. C'est avec beaucoup de stratagèmes que nous allons le faire. Donc voilà les limites. Pour conclure, il faut dire que ce travail est important comme le colloque, mais il y a aussi des limites. Et nous allons faire l'effort de produire l'article pour pouvoir contribuer vraiment au niveau scientifique à la lutte contre le tabagisme à travers l'article. Remerciements infinis aux organisateurs de ce colloque qui nous donnent cette opportunité et à nous revoir bientôt. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention. Donc là, je pense que une intervention assez riche, la perception de fumeurs de Bouaké. Donc là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et ce qui est aussi d'assez intéressant dans cette intervention, c'est notamment le fait de faire un lien sur à la fois les objectifs qui concernent le respect de la loi anti-tabac, à Bouaké spécialement, mais aussi comment faire bénéficier la recherche, notamment pour faire avancer certains objectifs sur terrain. Et donc, je crois que la méthodologie mixte qui a été utilisée et même les limitations de la recherche en ce qui concerne est-ce qu'on peut généraliser le résultat ou pas par le fait que, bon, voilà, seulement 30 fumeurs ont été interrogés. Donc, je crois que c'est des éléments sur le plan scientifique qui ont été relevés, qui peuvent notamment nous aider à voir comment avancer dans cette optique. Il nous reste encore 2 intervenants, donc sans plus tarder, je veux accorder la parole à l'avant-dernier intervenant et on aura aussi notre dernier intervenant. Ensuite, on ouvrira la session questions-réponses au public. Sans plus tarder, le prochain intervenant. Hello everyone, I'm Dr. Ragini Chuni from Mauritius, and I'll be presenting a phenomenological studies that I have conducted here, exploring the lived experience of smoking among young working women in Mauritius. Why targeting women? Because in the era of modernization, with a growing aspect of gender equality and women empowerment, women are more exposed to be influenced and have access to the legally sold drug tobacco. The prevalence of female smokers in Mauritius is 4.1. So it hasn't reached to an alarming rate, but it's increasing trend among women in the age group 19 to 34 years deserve attention. Apart from the prevalence studies by the health authorities, there is an absence of qualitative studies which explore smoking among women in Mauritius. So it's the first study here conducted. The aim of the study is to explore the lived experience of young working female workers, smokers, Objective of the study is to explore what they experience as a smoker of female gender, to probe how they live this condition with respect to past pregnancies, and to probe their perception about smoking during pregnancy. The study was undertaken among young working female smokers within the age of 18 to 35 years. Theoretical saturation was reached with a sample of 28 participants. The data was collected during in-depth interviews, during which open-ended semi-structured questions were asked, and these were also recorded. Ethical clearance was obtained from the Department of Medicine, Research Ethics Committee of University of Mauritius.
7 major themes were derived from the studies. Experimenting smoking. The phase from non-smoker to smoker phase was mainly associated with stressful condition, curiosity and temptations, peer pressure. The feelings generated being a female smoker were regret because of the expenses associated as the price of cigarette kept on increasing, the health issues associated with cigarette smoking, sadness because they had difficulty to stop, and they had to consider the realities that they smoke. The third one is fear for stigmatization. Being a woman, they smoke, and some felt happy and liberal about it. The third major theme is smoking status affirmation. Some smoked for fun and to kill boredom, as it was a habit. Secondly, thirdly, for socialization, like if they don't smoke, they are not included in a particular group. The fourth one is as a coping mechanism for stress. And the fifth one is proclaiming gender equality. Even if it's a bad thing, even as a woman, they have the right to do it. The fourth one is financial affordability. They work and they were able to afford the cigarette. The fifth major theme is awareness of smoking issues associated to health. The sixth major theme is pregnancy and motherhood concern. Everyone was aware about the harmful effect of smoking during pregnancy and the intent to stop smoking during pregnancy. Those who were previously pregnant, they stopped smoking during pregnancy, and following that, they had a protective behavior towards the child to prevent passive smoking, and they didn't want the child to develop this bad habit. Those who were dependent on cigarettes, they diminished smoking during pregnancy. The seventh major theme is failure to quit smoking, which was associated to stressful conditions as a professional due to increased workload, or personal like heartbreaks, broken families, dependence, influence and temptation, and failure because they were bored, they had nothing to do, and to be included in supporting environment. The limitation of the study was as follows: as it was conducted in a non-governmental companies, so we couldn't conclude if the lived experience of smoking will be the same as those working in the government one. The participants were hesitant in talking about the family issues that they had faced. So it acts as a barrier to identify and derive coping mechanism against what causes that stress. The recommendation after doing these studies were as follows: reinforcing smoking cessation programs and increasing awareness about the smoking cessation facilities, awareness program targeting school and colleges, and thirdly, there is a need to develop relevant counseling strategies targeting women who smoke. Fourthly, there must be a provision of a psychologist at work with whom smokers will have the opportunity to discuss their problems, and this will empower the smokers to quit smoking. There must also should be improvement of the work environment by team building activities and recreational activities. And lastly, there is a need for supportive smoke-free environment to empower smokers to quit smoking. To conclude, there's a need for targeted supportive program to help women to successfully quit smoking and programs to stop them from falling into the trap of smoking. Thank you for your attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Ici, dans le cadre de cette présentation, on a été maintenant à l'île Maurice, Mauritius, à l'île Maurice pour voir un phénomène aussi important signalé, qui est notamment la condition de femmes qui travaillent et cette idée de la cessation, notamment pour fumer,
Et je crois aussi que cette intervention a permis de voir que la situation de ces femmes, quand ils sont dans la période où elles sont enceintes, certaines arrêtent, mais d'autres diminuent de fumer, ce qui finalement met l'accent sur la nécessité de programmes d'accompagnement vers les séverages tabagiques, comment accompagner ces fumeurs à cesser de fumer. Donc, je crois que ces interventions, notamment celle de l'île Maurice, je crois que ça nous permet de faire un point de vue de tous les aspects de la Convention 4 de lutte anti-tabac, les différents articles, et je crois que c'est assez intéressant. Alors, nous allons passer la parole à notre dernier intervenant dans ce groupe, sans plus tarder, et pour gestion de gain de temps, on va lui accorder la parole. Hello everyone, I am Dr. Amuri and I will be taking you through our study titled Exposure to Tobacco Control Messages and Quit Attempts Among Adolescents and Young Adult Smokers in Nigeria. Tobacco remains a major cause of non-communicable diseases and mortality worldwide. Sadly, forecasts from current trends indicate that about 1 billion people could die in the 21st century from tobacco use. That is why efforts are being put into countering pro-tobacco influences and expanding pro-health messages. And this is where anti-tobacco messaging comes to play. Our target population in this study were adolescents and young adults. This is because these phases are characterized by instant gratification, impulsivity, and novelty seeking. And so tobacco companies target them and advertise tobacco products as accessories to their new life roles. Health behavior theories suggest that knowledge about the risk or health risk of a behavior precedes change of the behavior. And in this regard, we're talking about changes such as quit attempts and seeking smoking cessation services. What we wanted to do with this study was to assess the relationship between exposure to tobacco control messaging and quit attempts. It was an online cross-sectional survey that was conducted between December 2020 and February 2021 amongst individuals between the ages 15 and 35 years in Lagos, Nigeria. A multi-stage sampling, probability sampling technique was used. We used both the simple, random, and the cluster sampling technique. We looked at three main areas: the socio-demographic characteristics, exposure to the messaging in the past 12 months, and the quit attempt amongst smokers, also intention to quit. Analyses were conducted on STADA SE version 15.0 software. We analyzed demographic data using descriptive statistics and other data using univariate and multivariable logistic regression. Now to the key findings. In total, 947 respondents completed the survey. Less than 1/3 of the respondents were smokers. However, most had been exposed to some form of anti-tobacco messaging in the last 12 months. Among those who had been exposed to the messaging, most of them indicated that social media and online sites were sources for the information. We noticed that exposure to anti-tobacco messaging increased with age category, with those less than 19 years of age having the least exposure and those above 24 years of age with the most exposure. So the meat of the matter, we noticed that exposure to anti-tobacco messaging was significantly associated with a quit attempt after we adjusted for age, sex, education, alcohol use, and an intention to quit. So where respondents were exposed to anti-tobacco messaging in the past 1 year, they had higher odds of quitting compared to those that were not exposed in the past 1 year. The limitations of this study are that the cessation procedure, abstinence duration, and time since the last quit attempt were not recorded. And we could also not determine the exact content of the messaging to which respondents were exposed. So we recommend that future studies will take this into consideration.
As the tobacco industry continues to target low and medium income countries, the government will do well to monitor and adapt policies to mitigate this industry's activities. And because social media and online sites have been indicated as the primary source of information, policymakers in Nigeria should explore social media as a viable alternative to promote tobacco cessation. Thank you for listening. For this a good presentation. I know that now it was about having the exposure to anti-tobacco message. And I think that this is very, very much interesting on that, knowing that what is very, very much interesting is to make this link between having this kind of exposure to anti-tobacco message and the higher percentage for those who want to quit smoking. Thank you very much, Mary, for that. I know that now we have our session. Désolé, désolé, je dois parler en français. Voilà, pour ne pas perturber la situation. Donc, je pense que là, on a eu tous nos présentateurs. Et donc, ici, nous avons en ligne quelques auteurs qui sont là. Donc, je vais vous faire une petite synthèse de tout ce que nous avons eu comme message dans cette session. Donc, on a eu le premier message de Mamadou Barreau sur la prévalence et les facteurs associés, notamment à l'intention de fumer. Ça, c'est le cas de Burkina Faso à l'université de Kizerbo. Et puis, on a eu, deuxièmement, le cas de l'Afrique du Sud qui fait ces liens entre la consommation du tabac, mais aussi la consommation de manière assez générale, le lien avec la pauvreté. Le troisième cas, c'était le cas de la présentation au Nigeria, l'intention de consommation du tabac et la perception de l'utilisation du tabac. Ensuite, on a été au Zimbabwe, mais cette fois-ci pour voir la situation des cultivateurs du tabac et les tactiques de l'industrie vis-à-vis d'eux, en étudiant à la fois cet échantillon de cultivateurs indépendants et des cultivateurs qui étaient liés avec des contrats. Après, c'était le cas de revenir en Côte d'Ivoire avec la perception des fumeurs de boîtier et en faisant aussi le lien sur comment faire avancer la loi anti-tabac ou l'application, le respect de cette loi anti-tabac à Boaké en Côte d'Ivoire. Après, nous avons vu les cas à l'île Maurice, qui est l'expérience de femmes qui travaillent, mais qui fument. Et l'approche a été assez intéressante, une approche assez qualitative, l'approche phénoménologique qui a permis d'aller un peu plus en profondeur. Et après, je crois qu'on vient de terminer avec Maria qui a parlé de l'exposition, notamment au message de tabac ou aussi les messages anti-tabac qui montrent que plus on est exposé à ces messages anti-tabac, plus cela augmente la possibilité pour des personnes de cesser de fumer. La session des questions-réponses, elle est maintenant ouverte. Nous allons demander au public, ceux qui ont besoin de poser des questions. Donc, il est temps que vous puissiez vous manifester et pour qu'on prenne vos questions. Alors, prière de lever la main et à partir de là, on peut vous accorder la parole. Voilà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, au niveau des questions, il y a le chat qui existe. Vous pouvez aussi utiliser le chat
pour poser vos questions, ou sinon, levez la main, on prendra quelques questions. Ces questions, pour vous de choisir à qui vos questions sont adressées. Et voilà, nous allons faciliter ces échanges avec les orateurs. Alors, en attendant que quelqu'un pose des questions, moi, j'aimerais revenir à M. Mamadou, notamment sur la situation de Burkina Faso. J'aimerais revenir sur qu'est-ce que vous conseillez, notamment au gouvernement de Burkina Faso, eu égard aux résultats de votre enquête que vous avez menée. Ça, c'est ma question. Et puis, la deuxième question, je veux voir avec Maria, qui a parlé de la situation de femmes, de l'exposition plutôt à la fumée. J'aimerais comprendre pour Maria, c'est vrai que est-ce que vous avez constaté dans votre enquête la publicité indirecte de l'industrie des tabacs sur les médias sociaux? Voilà, je veux aller avec ces deux questions, mais en attendant, si dans la salle, il y a quelqu'un qui a besoin de poser une question, donc vous êtes la bienvenue. Voilà, c'est lui qui veut prendre la parole parmi les intervenants. Vous pouvez prendre et puis répondre à ces questions. Ok, bonjour professeur, bonjour tout le monde. Baro Mahamadou. Voilà, par rapport à votre question, je vais commencer par conceptualiser en fait notre étude où nous voulons voir en fait comme la première année de l'université, c'est un peu de partout en fait que les étudiants viennent. C'est leur première fois en fait de non seulement se détacher en fait de leurs parents. Il y a certaines qui viennent pour la première fois, qui vont vivre seules ou bien en cité universitaire. Donc, on a vu qu'il y avait une certaine liberté en fait qu'on accordait à ces étudiants pour la première année. Donc, du coup, on s'est intéressé à cette population. D'accord. Donc, on a vu en fait que parmi ces gens-là, on avait, comme je l'ai dit, un jeune sur 5 était prêt à pouvoir consommer le tabac. Voilà, donc dans nos facteurs aussi, nous avons trouvé par exemple que ceux qui étaient ceux qui étaient des étudiants en médecine ou en pharmacie et qui avaient en fait eu des cours sur la prévention du tabac, ça permettait en fait de pouvoir réduire ce phénomène. Donc, pour demander au gouvernement, je pourrais dire peut-être essayer de faire étendre, même si ce n'est pas des cours, en fait, de donner à l'entrée à ces étudiants-là des séances, des conférences par rapport à la lutte anti-tabac, aux conséquences, d'autres choses qui vont permettre en fait de les encourager, puisque du côté des étudiants en santé, on a vu que ça avait un effet. Voilà, il y a non seulement ça, mais il y a aussi, on a vu que ceux qui avaient en fait, ceux qui avaient une auto-efficacité sûre, voilà, c'est de pouvoir donner les moyens en fait à ces étudiants-là de pouvoir avoir une confiance en soi. Voilà, à travers, en tout cas, des interventions qui vont leur permettre, en fait, de ne pas imiter, en fait, ces personnes qu'ils trouvent comme des personnes modèles pour pouvoir les imiter, en fait. Voilà. Donc, c'est en gros, c'est ce que je dirais. Mais nous travaillons, en tout cas, dans le rapport final que nous allons proposer, en fait, des activités concrètes sous forme de recommandations que nous allons soumettre non seulement d'abord aux différents dirigeants de l'université, voilà, pour mettre en place des petites stratégies, et maintenant aussi aux autorités sanitaires, en fait, pour mettre maintenant en place des stratégies plus vastes, voilà, qui vont nécessiter un peu plus peut-être de moyens. Voilà, merci professeur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a un docteur Roux qui a levé la main. On aimerait bien aller vers le participant, donc vous pouvez
vous pouvez poser votre question. Dr. Brou, vous pouvez poser votre question, vous pouvez prendre la parole. OK. Sinon, je demanderai à Maria de répondre aux questions que j'avais posées. Ah, voilà, docteur est là. Allez-y. Allez-y. Je sais que j'ai difficile à vous entendre. Je ne sais pas si c'est la même chose chez les autres. J'ai difficile. Can you hear Dr. Bro? OK. D'accord. No, we can't hear him. Je sais qu'il il est panéliste. Hein? OK. Bon, désolé de vous interrompre, mais chez moi, je n'arrive pas à vous capter. Je n'arrive vraiment pas à vous capter. I cannot hear you very well. Donc, je veux demander à Maria s'il y a quelque chose à dire pour à la question qui avait été posée. Je disais, Maria, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la Je disais, Maria, si vous avez quelque chose à dire à la question que je posais sur notamment, est-ce que vous m'entendez, Maria? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la question qui vous a été posée sur la publicité en ligne? Est-ce que l'industrie du tabac a beaucoup plus d'activités de publicité en ligne dans la recherche que vous avez vue? Quel est votre point de vue à ce niveau-là dans le cas que vous avez exposé? Ok, j'ai comme l'impression qu'on a quelques soucis de communication. Alors, je veux tenter de reprendre ma question en espérant que cette fois-ci... alors, je disais ceci pour Maria qui a fait l'exposition
de messages anti-tabac qui avaient un impact sur la capacité de gens de quitter à fumer. Ma question était celle de savoir, est-ce que l'industrie du tabac essaye de faire aussi de publicité indirecte en ligne pour promouvoir les produits de tabac? Est-ce que dans votre étude, vous avez eu à trouver un lien avec les publicités sur le média de l'industrie du tabac? Okay, I'm so sorry. I didn't know the question was directed at me earlier. I thought it was directed at Maria. I heard Maria, I didn't hear my name. Okay, so your question is if the tobacco industry advertises tobacco products. Yeah. The aim of our own study rather was to check for the association between the messages and the intention to quit or the quit attempts. But we recorded that, or we observed that previous studies have been able to come up with, have been able to see a link between tobacco companies and advertisements and as regards tobacco products. So basically, yes, there has been a lot of advertising that's what helps sell their products to mostly adolescents and young adults. So there is a lot of advertising that goes on, and why we did our study was to see whether messages against, not really against, but we want to be able to push out messages, anti-tobacco messages, not just so that we counter their own messages or their own advertisements, but to enlighten the population that this is really not good for you. You have a choice, you either take it, but we just basically tell them the disadvantages and all they need to know. But yes, advertising, a lot of advertising goes on by tobacco companies. Okay, sorry. I can't hear you. Oh, sorry. Can you hear me now? I hope that now it's okay. Can you hear me now? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok, je pense que de manière générale, pour le reste, il me reste de remercier tous les panélistes pour cette session. Je crois que notre temps est presque consommé. Donc, il me reste à remercier tous les panélistes pour leurs interventions, brillantes interventions. Et ce qui a été assez riche dans ces panels, c'est la diversité des situations dans plusieurs pays, comme je l'ai dit au départ. Burkina Faso, Afrique du Sud, Nigeria, Zimbabwe, Côte d'Ivoire, île Maurice. Je crois que ça nous a donné une grande diversité et ça nous a aussi permis de parcourir à la fois plusieurs articles de la Convention cadre de lutte anti-tabac. On a vu des aspects qui sont liés notamment à l'interférence de l'industrie, d'une part, mais aussi la question de produits de substitution à la plantation du tabac. Et je crois qu'on a vu des problèmes de publicité qui se font. Je crois qu'on a vu des problèmes qui sont liés à l'intention de consommation, mais aussi le lien qu'il y a entre le tabagisme et les objectifs de développement durable, au-delà de l'objectif de développement durable numéro 3 qui identifie notamment la Convention cadre comme un des outils importants qui peut aider le pays à atteindre les objectifs du développement.
Donc, pour ma part, il me reste à vous dire merci beaucoup pour votre participation. Malgré les défis qu'on a eus sur le plan technique avec la communication, mais je crois que de manière générale, je présente toutes mes félicitations à la fois aux organisateurs et aux orateurs pour cette session aussi riche. Et nous pensons que c'est la première, mais l'essentiel est que nous devons faire avancer notamment l'Afrique dans cette thématique du développement, mais aussi celle-là sans les effets néfastes du tabagisme. Merci à tout le monde et à très bientôt pour la suite du programme. Merci, professeur. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Bien, merci. Au revoir.